Voici Dédé, accompagné de son éleveur Pierre Pirson, qui coule des jours heureux dans la ferme des Crutins à Oudremont. La vie suit son cours, les maternités fonctionnent à plein régime. Autre son de cloche dans la ferme d'origine de Dédé, la ferme de Rosières de Houdrigny. Les porcheries sont vides, plus aucun signe de vie. Mi-septembre, tous les cochons ont été euthanasiés. Pourquoi ? L'épidémie de peste porcine africaine a été déclarée en Belgique. Cette dernière a eu de lourdes conséquences pour les fermes belges. Mais qu'est vraiment cette maladie ? D'où vient-elle ? Comment la gère-t-on ? Comment est-elle arrivée jusqu'ici ? On fait le tour de la question. Donc, la peste porcine africaine n'est pas transmissible à l'homme. Par contre, elle est très contagieuse chez les porcs domestiques et sauvages. À partir du moment où l'infection se transmet au porc, alors le porc, lui, développe une maladie mortelle. C'est ce qu'on appelle une peste, ça veut dire une maladie hémorragique, généralisée, rapidement mortelle. Pour éradiquer la maladie, il faudrait qu'elle soit exposée à des chaleurs extrêmes pendant 15 à 20 minutes, ce qui est irréalisable dans l'environnement. Le froid n'en vient pas à bout non plus, et elle reste présente dans les charcuteries et les viandes de porc. Les suidés atteints de peste porcine développent en première phase un état fébrile, une forte fièvre, des vomissements et des diarrhées, une peau de couleur rouge ou bleue, de la toux et des difficultés à respirer. Ils finissent par s'isoler, ils sont très fatigués et ils ont des tremblements. En deuxième phase, ils développent des troubles de la coagulation et des symptômes hémorragiques, et ils y succombent en 7 à 10 jours. Le sanglier infecté va sécréter ou excréter le virus par à peu près toutes ses sécrétions et excrétions au niveau nasal, par l'urine, par les matières fécales. Comme ce virus provoque une maladie hémorragique, on a des hémorragies qui se développent partout. Une fois qu'il y a une rupture des vaisseaux, le virus qui est présent dans le sang peut être présent alors dans tous ces liquides d'excrétion ou de sécrétion. Et la contamination se fait assez aisément, d'autant plus que le virus résiste dans le milieu extérieur. Dans le sang, il peut résister plusieurs semaines. Dans la carcasse, donc il va résister plusieurs semaines. Les scientifiques tentent en vain de trouver un remède à cette maladie coriace. Il est extrêmement difficile, ici même encore impossible à ce stade, de développer un vaccin efficace contre la peste porcine africaine. Le problème, c'est que le virus, en tant que tel, lorsqu'il infecte l'animal, modifie la réponse immune, qui fait que il parvient à avoir ce qu'on appelle de l'immunoévasion, c'est-à-dire à échapper à la réponse immunitaire. On ne parvient pas à développer une réponse immune avec des moyens conventionnels ou même avec des moyens issus de la biotechnologie, tout simplement, expérimentalement. Aucun protocole de vaccin développé jusqu'à présent n'a été satisfaisant. Et c'est ce qui fait toute la difficulté de la lutte en fait. Quand on a des vaccins, on arrive à lutter. Sans vaccin, on est obligé de prendre des mesures de destruction des animaux en fait. Pour comprendre cet épisode, il faut revenir en septembre 2018. Le dimanche 9, des chasseurs-promeneurs trouvent 3 sangliers morts en fait. Et ils contactent alors le service de surveillance faune sauvage en région wallonne, qui est un service qui est rattaché à l'université de Liège. Et donc ces gens-là, par le système qu'on a mis en place en Belgique, ont eu le bon réflexe de contacter l'université de Liège en disant voilà, on a 3 sangliers morts, ils sont déjà dans un état de décomposition assez avancé, est-ce que ça vous intéresse ? L'université de Liège répond oui. Et alors, ils vont le lendemain, le 10, ils retournent pour aller retrouver ces cadavres et faire des prélèvements, et ils voient passer un sanglier manifestement malade. Ils prennent ce sanglier malade, un jeune sanglier, ils l'envoient à l'université de Liège avec des échantillons aussi des 3 qui avaient été trouvés crevés. Et en fait, le 12 en soirée, on apprend par notre laboratoire national de référence, qui s'appelle Sciensano, que l'ensemble des échantillons étaient positifs à la peste porcine africaine. C'est par téléphone qu'on a reçu l'information, ce qui nous a permis le jeudi soir d'organiser déjà une task force pour le lendemain, pour mettre tout le monde autour de la table et voir un petit peu les décisions qu'on allait prendre et surtout ce qu'il fallait faire le plus rapidement possible dans un laps de temps assez court. Donc les premières mesures ont été de définir le périmètre infecté, donc qui était compartimenté en différentes zones. Une zone noyau qui entoure les cas positifs, une zone tampon autour et une 3e zone d'observation renforcée, tout ça dans la zone dite infectée définie au niveau européen. Et à chaque fois avec des mesures bien spécifiques, zone par zone. Donc par exemple le fait de ne pas pouvoir circuler en forêt, le fait de ne pas pouvoir exploiter la forêt, le fait de ne pas pouvoir chasser, de ne plus nourrir le gibier. L'objectif étant de perturber le moins possible les sangliers pour éviter de les faire fuir et donc d'étendre la maladie. C'est vraiment cette ligne-là qui est animée dès le début. Ça c'était la première phase.
Donc dans la zone noyau, on est resté avec un standstill complet. Dans la zone tampon, même chose, on a installé un réseau de clôture autour. Dans la zone d'observation renforcée, on a gardé certaines mesures d'interdiction comme le nourrissage, mais on a réautorisé certains modes de chasse, donc des modes de chasse intermédiaires qui dérangent peu le sanglier, mais qui permettent quand même de diminuer les densités. On est toujours entre de la peste et le choléra, mais choisir le moindre des maux pour arriver à gérer. Avec cette obligation de destruction, de dépopulation, analyse de tous les sangliers, plus application de mesures de biosécurité. Au niveau fédéral, le ministre du Carme a décidé de faire abattre l'ensemble des porcs domestiques dans la zone dite infectée pour éviter une transmission de la maladie du sanglier vers les porcs domestiques. Comment est-ce qu'il faut interpréter la décision du ministre du Carme? C'est simplement de se dire on va créer un vide sanitaire autour ou dans la zone infectée pour empêcher en fait que des élevages porcins soient contaminés. Parce qu'à partir du moment où un seul élevage porcin est contaminé, en fait la Belgique, pour l'intégralité du territoire, perd son statut sanitaire sain au niveau de l'élevage porcin. Donc ça veut dire qu'on perd toutes nos possibilités d'exportation. De pouvoir malgré tout dire qu'on est indemne de peste porcine africaine chez les porcs domestiques, ça permet quand même de garder des destinations ouvertes. Pas toutes, mais certaines. Détenir des porcs domestiques dans la zone devenait aussi très compliqué, devenait presque un non-sens économique. Il y avait une 60aine d'exploitations, dont 10 vraiment professionnelles. Heureusement donc une région à faible densité d'élevage de porcs. Une mesure pourtant décriée par les éleveurs de porcs. On n'a pas été dupes, on a très bien compris que tout ça, donc on a abattu les porcs, c'est pas pour la maladie, c'est pour protéger les marchés uniquement. C'était un choc parce que ça s'est passé sur 3-4 jours de temps. On nous a donné l'ordre et puis on a vu arriver les experts et machin, tout ça. On se demandait qu'est-ce qui se passe, quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un choc, un traumatisme vraiment psychologique. Le fait de précipiter comme ça du jour au lendemain un abattage de tous nos porcs a été choquant, quoi. Vraiment, là on ne comprenait pas cette action, cette décision ministérielle sans consultation. Ça nous a vraiment mis en colère, quoi. Rien n'a été, au contraire, ils ont voulu faire, et le ministre Colin en premier, à leur façon, sans consulter qui que ce soit. Et ça nous met en colère, parce qu'aujourd'hui, on a la peste, et on ne sait pas quand on va pouvoir refaire des cochons. Mais c'est une histoire de marché. Après, on l'a compris, que la décision du Carme est une marionnette. Il y avait des gros syndicats derrière pour sauver le marché du porc en Belgique. Et je comprends, d'un côté, que quand on annonce sur les journaux « la peste porcine est en Belgique », que les pays tiers qui importent du cochon belge ont tout de suite peur. C'est surtout l'industrie qui était impactée et ne voulait pas voulait faire un geste pour calmer le marché. Mais on est victime de ça et la manière dont ça a été fait est inacceptable pour nous. En plein air, on est attaché à nos animaux. Hein. Voilà, on travaille d'abord la sociabilité des animaux, donc voilà, c'est un peu comme votre chien, hein, comme un animal de compagnie. Une porcherie vide, c'est une ferme sans vie. La gestion de la peste porcine demande une organisation précise, reprenant différents maillons. De l'agent DNF qui cherche les sangliers, à l'analyse de ceux-ci par le laboratoire de référence, c'est un engrenage bien huilé qui a été mis en place pour combattre la maladie. Et en fait, concrètement, comment ça se passe? Pour la recherche de cadavres ou pour les cadavres tirés, c'est que les gens se promènent je veux dire dans les bois. S'ils voient un cadavre, ils ne le ramassent pas eux-mêmes. Ils enregistrent le cas, ils donnent une référence et une géolocalisation, un système GPS. C'est la protection civile après qui vient ramasser ce cas-là avec leur petite camionnette, donc ils les emballent, ils désinfectent l'endroit. Et ils amènent alors les sangliers vers ce centre-là. C'est du côté de Virton, en périphérie de la zone. Ils ont mobilisé un hangar de l'ancienne régie des routes. Chaque jour, on essaye de trouver des carcasses, de les ramener ici au centre de tri. Et alors, à ce moment-là, il y a les prélèvements qui sont réalisés par une équipe spécialisée du réseau Faune Sauvage, sous la direction de ma collègue Annick Linden, où là, il y a essentiellement prélèvement de la rate.
Les carcasses sont mises ici dans des containers frigo qui sont régulièrement vidés par Rendac, donc le centre d'équarrissage, qui les amène alors vers leur site de destruction à Denderleeuw. Alors la rate est évidemment envoyée à Cienzano pour effectuer le diagnostic spécifique. Cette rate va nous être envoyée parce qu'elle est extrêmement riche en virus si l'animal est infecté. Il faut dire que la rate est là un échantillon de choix, mais on n'a pas toujours une rate en bon état, où il y a parfois des cadavres qui sont dans un état de putréfaction, de dégradation plus avancée, et où même à la limite il peut rester que des os, un squelette. Eh bien, il y a moyen aussi de poser le diagnostic en utilisant des os, en les cassant et en prenant ce qu'on appelle la moelle osseuse qui est dans l'os. Alors cet échantillon arrive chez nous par un chauffeur qui vient tous les 2 jours et qui rassemble un certain nombre d'échantillons. Et ils vont à ce moment-là subir un traitement pour pouvoir y détecter s'il y a un virus. Et donc on est le seul laboratoire en Belgique qui a tout ce qu'il faut pour pouvoir poser un diagnostic dans des conditions de bonne sécurité. C'est ce qu'on appelle la biosécurité. Le principe de la boîte dans la boîte. Donc vous voyez qu'un deuxième bâtiment, véritablement, a été construit dans le premier. Tout ça pour pouvoir avoir un couloir de sécurité. Je pense qu'on va atteindre bientôt les 1500 sangliers qui ont été analysés et on doit être dans les 400 positifs. Mais alors vous allez me poser la question, pourquoi une peste porcine africaine en Europe en 2007? C'est qu'il est arrivé dans le Caucase, en Géorgie, dans le port de Poti, via également des produits d'origine porcine venant de l'Afrique. Et à partir de ce moment-là, le virus s'est propagé chez les porcs domestiques, chez les sangliers. Il s'est disséminé dans le Caucase, en Russie, en Biélorussie. Et progressivement, après quelques années, il est arrivé par ces contaminations progressives dans le nord de l'Europe, au niveau des pays baltes. Après les pays baltes, la Pologne a été infectée par le virus de la peste porcine africaine. Et pourquoi une peste porcine africaine en Belgique? Au mois de septembre, enfin probablement un peu avant le mois de septembre 2018, il s'agit exactement, disons, du même processus qui a prévalu en République tchèque, c'est-à-dire un grand bond du virus qui n'est pas expliqué par cette propagation entre porcs ou essentiellement entre sangliers, ce qui a expliqué la contamination des pays baltes et de la Pologne. Ici, il a fallu des milliers de kilomètres pour qu'il arrive en Tchéquie une fois, il a fallu aussi des milliers de kilomètres pour qu'il arrive en Belgique. L'introduction s'est faite par un facteur humain. Le plus grand risque était l'apport de la maladie, non pas par extension entre guillemets naturelle de la maladie en tache d'huile, mais par l'homme. Et par l'homme, par soit du matériel contaminé, ça peut être des sandwichs, c'est un virus très résistant, donc ça peut être de la charcuterie contaminée, etc., qui est abandonnée, mangée par un sanglier qui après développe la maladie. Des routiers amenant le fameux sandwich, ou bien des routiers qui font leur barbecue le week-end dans les aires d'autoroute parce qu'ils sont bloqués et qu'ils ne peuvent plus circuler, avec éventuellement des matières d'origine porcine ou de sanglier potentiellement contaminés. Dans l'hypothèse du sandwich polonais jeté en bord de route, la probabilité pour qu'un sanglier bouffe ce truc-là, elle est d'autant plus importante que vous en avez 25 au 1000 hectares ou 250. Ça peut être des militaires, il y a un camp là-bas, ça peut être des chasseurs, il y en a qui ont parlé même d'importation illégale de sangliers. Pour moi, je le dis clairement, c'est des grosses chasses qui lâchent du gibier parce que voilà, il y a des chasses où il faut un rendement optimal et il faut un résultat, il faut un tableau. Et ces gros chasseurs, ils invitent pour faire des belles chasses un week-end des monsieur et madame qui ont les moyens, qui viennent se défouler à la campagne, à la chasse, à tirer. Mais ils sont prêts à payer un gros prix pour passer une journée de chasse, mais ils veulent voir du gibier. C'est un business, donc ils sont obligés d'assurer leur journée de chasse et ils relâchent un peu des gibiers qui viennent. Voilà, tout le monde le sait, c'est pas une. La chasse, c'est une passion. Et si demain vous dénoncez en fait un chasseur, vous allez être exclu de tous les réseaux et vous n'allez plus chasser du tout. Mais de toute façon, on ne touchera pas à ces gens-là. C'est tous des avocats, c'est tous des gens haut placés. Donc voilà, il n'y a pas. Donc un lâcher, vous donnez un coup de téléphone en Pologne, vous donnez un point GPS.
le lendemain ou 4 jours après, vous pouvez avoir 100 sangliers dans une bétaillère 3 étages qui sont livrés à l'orée d'un champ. Vous ouvrez la barrière et puis ils vont dans la forêt qui est à côté. Ça, c'est le type de témoignage qu'on a reçu. Ici, on a quand même aussi, il faut l'avouer, des sangliers qui ont des têtes très bizarres. Mais on a eu des sangliers avec des têtes fort longues comme ça, enfin, vraiment pas le sanglier qu'on a dans nos forêts. C'est des choses qui peuvent se voir en fait dans les analyses, dans le sens où il y a des différences génétiques entre les populations de sangliers dans les différentes parties du monde. Et ça permet d'orienter effectivement, de dire tiens, ici on a des sangliers qui ressemblent très fort à des sangliers qui sont plus à l'est. Et effectivement, il y a des sangliers de tailles différentes, qui ont un peu des couleurs différentes et des choses comme ça. Alors dans le cadre de la peste porcine africaine, c'est pas parce qu'on trouve des sangliers d'autres régions du monde et de pays de l'Est que forcément ça va démontrer que c'est eux qui ont emporté la maladie. Même si on trouve un sanglier qui vient de l'Est et qui est positif, ça ne veut pas dire que c'est lui qui était le premier. Mais à côté de ça, cette importation n'est pas autorisée. Et donc c'est là qu'il y a des enquêtes qui sont faites pour voir s'il n'y a pas eu des importations illégales de gibier. On suspecte depuis longtemps des lâchers. On a des échos et puis là effectivement, vu le tournure en fait, de l'enquête, il semble qu'il y ait eu des lâchers dans cette zone-là. Nous avons reçu par ailleurs, depuis le début de la crise, pas mal de témoignages pour des lâchers en dehors de cette zone, notamment sur l'Ardenne. Voilà, pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit. Mais il n'y a encore rien de confirmé et peut-être que l'enquête actuellement qui est menée nous permettra à un moment donné d'y voir un peu plus clair. Donc si vous voulez, pour moi, établir quel était le facteur d'introduction, c'est peut-être important d'un point de vue juridique parce qu'il y a des actions qui sont menées, mais pour moi à l'heure actuelle, ça n'est pas important. Ce qui est important pour moi, c'est de maîtriser la situation, avoir un bon plan de lutte et viser à l'éradication pour permettre à la Belgique de récupérer un statut complètement indemne de peste porcine africaine qui, économiquement parlant, est le statut le plus rentable. Et en termes de santé et de bien-être du sanglier, forcément, c'est également un élément qui est important, voire essentiel. Malgré tout, l'enquête est en cours et des arrestations dans le milieu de la chasse ont été effectuées. En attendant, Dédé espère pouvoir encore profiter de ses prés et que la maladie ne s'étende pas au-delà de la zone infectée.